me semblait que la route, quelque part, commençait comme au château d'Argol. Pas seulement, je crois bien qu'à peu près tous les livres que j'ai écrits commencent par un personnage qui est en voyage. Ou bien il est dans le train, je crois, dans le balcon en forêt. Dans le château d'Argol, il arrive, oui. Dans les eaux étroites, il voyage également. Dans la presqu'île, il voyage tout le temps, il est en voiture. Hein. Et dans le Roi Cophetua aussi, d'ailleurs, il arrive par le train. Oui, c'est en fait la route est l'habitat préféré des personnages de ces livres. Mais la route, c'est assez différent, parce que ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une histoire. À l'origine de ce fragment, je me souviens très bien, comme c'est souvent le cas, d'ailleurs dans ce que j'écris, il n'y a pas de personnage, mais il y a un lieu. Et ce lieu, c'est la route. La route, là encore, il y a des souvenirs géographiques. Vous savez que la route et le chemin, en général, le simple chemin sur lequel on circule, c'est quelque chose dont la trace ne s'efface pas, pratiquement. Enfin, ça met des siècles à s'effacer. Même le chemin, quand on a cessé de l'emprunter, qui est recouvert d'herbe, encore pendant presque des siècles, un botaniste pourrait déceler le chemin simplement aux espèces qui sont implantées, qui sont des espèces particulières. Et alors c'est spécialement vrai quand il s'agit d'une route comme celle dont je parle, qui est évidemment une route romaine. Vous savez que la route romaine, c'est un mur enfoncé dans le sol, c'est maçonné, grande épaisseur, et puis recouvert par-dessus de dalles bien maçonnées. C'est fait pour le piéton d'ailleurs, pas du tout pour la roue, mais c'est presque indestructible. Et alors j'étais frappé, sûrement à l'origine de cette chose, il y a la permanence du chemin, une espèce de cicatrice indélébile. Et alors il est arrivé à ce chemin, c'est une déformation qui, au fond, est assez compréhensible, assez familière. Il a perdu sa fonction, puisque c'est une route fossile, en somme on n'y circule plus. Il a perdu sa fonction de route, qui est de circuler, et au profit, si vous voulez, du signe qu'il représente. C'est-à-dire que c'est une route qui est devenue une invitation au voyage, simplement. Pas le signe de s'enfoncer comme ça dans une espèce d'inconnu. Et alors, si vous voulez, c'est une route qui est réduite à un état purement expressif. C'est ça qui m'a intéressé dans cette affaire. Et alors, cette route qui ne mène à rien, en somme, qui ne mène nulle part, elle a fait naître assez naturellement des femmes entièrement disponibles aussi, qu'on y rencontre, bien entendu. Et puis, il y a, si vous voulez, un autre élément qui s'est ajouté, qui fait que cette route est une route un peu fantôme, finalement, bien entendu. C'est qu'elle passe dans des pays qui, au fond, sont la trace d'une civilisation en train de s'effacer. C'est une civilisation décadente, visiblement, à laquelle a succédé une espèce de barbarie. On se devine qu'il y a eu une espèce d'invasion qui s'est répandue dans ces pays. Et au fond, j'ai une grande sympathie, je dois dire, puisque je suis aussi historien, en même temps que la géographie, j'ai fait de l'histoire, j'ai une grande sympathie pour les périodes de fin de civilisation qui sont en même temps des périodes de commencement d'une autre, qu'on ne connaît pas naturellement, puisque c'est à la fois crépuscule et aube en même temps. Et alors cette route, elle est un voyage dans l'espace, bien entendu, mais elle est aussi un voyage dans le temps, d'une certaine manière, en sens qu'elle rejoint des époques différentes. C'est en ça que cette route fantôme, si vous voulez, m'intéressait. C'était l'élément matériel ici qui était fondamental, et les personnages qu'on y rencontre sont nés, en somme, de l'esprit du voyage, si vous voulez, de la liberté du voyage. Mais je le répète, ce n'est pas une nouvelle, en fait, pratiquement, il n'y a même pas de personnages.
me semblait que le voyage était aussi le lieu privilégié d'un érotisme sous-jacent. Pas forcément. Pas forcément. Il se peut que dans la route, parce qu'il y a un élément féminin ici qui est évoqué, il est possible en effet que cet élément existe, mais enfin il n'est pas lié pour moi obligatoirement au voyage. Ce qui est lié au voyage, ce qui est très important pour moi, c'est la rupture. C'est la rupture avec les liens familiaux, les liens de métier, si vous voulez, et la création d'une disponibilité. C'est probablement pour ça que tous ces personnages, je n'ai pas voulu, mais comme souvent je m'en rends compte après coup, ces personnages commencent par un voyage, enfin dans la plupart des livres. Et en fait, ils ont peu de liens de famille, ils sont peu engagés dans la société, ils sont en général assez disponibles. La guerre, d'ailleurs, qui s'y ajoute aussi dans la route, parce que cet état de guerre ajoute à la disponibilité, il se retrouve dans le balcon en forêt, et dans le rivage des Syrtes aussi. Bien entendu, cet état de guerre ajoute à la rupture des liens habituels. C'est une situation, évidemment, qui m'est favorable, si vous voulez, au point de vue romanesque. Alors, si nous passons à la presqu'île même, le second des récits, il n'y a pas de thème, si vous voulez, parce qu'on n'écrit pas avec des thèmes abstraits, bien entendu. Il n'y a jamais un thème abstrait à l'origine d'un livre, mais il y a des images. Ce sont des images concrètes et puis des enchaînements d'images qui vous guident. Le thème, s'il y en a un, il se dégage après, mais enfin, il n'est pas préexistant, il n'est pas voulu. Si je regarde cette nouvelle, bien sûr, ce qui est clair, il n'y a presque qu'un personnage. Il n'y a qu'un personnage, l'autre n'est présent qu'en souvenir, si vous voulez, en anticipation. C'est visiblement, alors c'est très proche de ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire de quelqu'un qui change en même temps que l'heure de la journée, en même temps que le pays qu'il traverse, les lieux qu'il parcourt. Il change, il est changé par eux, mais il les change aussi, bien entendu, par son humeur, par le sentiment qu'il a, par les pensées qui sont évoquées. Alors il y a cette espèce d'interaction continuelle, si vous voulez, entre un homme et son milieu qui est d'autant plus actif ici, qui se déplace continuellement, qu'il est en voyage. Il y a ça, et ce n'est pas particulier à cette nouvelle, mais il y a aussi autre chose alors qu'on n'a pas remarqué, peu importe, mais enfin, c'était tout de même pour moi une intention, et il y avait dans le titre une intention, le titre avait un double sens. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une presqu'île, matériellement, bien entendu, en gros, c'est la presqu'île de Guérande que j'ai vue, elle est parfaitement reconnaissable, mais il y avait aussi le fait que le personnage était une presqu'île, si vous voulez, en ce sens que c'est un personnage qui ne communique pas, ou qui communique difficilement. Il se pose la question, d'ailleurs, à la fin de la nouvelle, quand il rencontre la femme qu'il est venu attendre à la gare. Et il ne communique pas parce qu'il vit constamment en avance ou en retard, c'est-à-dire qu'il vit dans le souvenir, qui est fréquemment évoqué, dans le pressentiment, aussi dans l'attente, et la part qui reste pour le présent est un petit peu laminée, si vous voulez, entre les deux. C'est pourquoi j'attribuais aussi, le sens de ce mot de presqu'île, s'attribuait aussi au personnage, il s'appliquait aussi au personnage. Bien entendu, il y a dans ce livre aussi des thèmes qui reviennent. Je m'en rends compte après coup, parce que les thèmes qui vous obsèdent ne sont pas volontaires et on s'aperçoit de leur intervention, si vous voulez, après coup. Il y a ce thème de la chambre qui revient. Généralement, dans les autres livres, c'est la chambre qui a été habitée par un personnage et où quelqu'un entre et a le sentiment d'une intrusion, parce que cette chambre révèle quelque chose de celui qui l'a habité. Ici, en fait, c'est l'inverse, car le personnage va visiter cette chambre d'hôtel avant d'y venir, avec celle qui l'attend, ici. Et ça, je m'en suis rendu compte après coup, mais je vois bien que ce thème de la chambre habitée, qui est fréquent dans mes livres, est revenu ici. Vous parliez tout à l'heure de la transparence dans la relation des personnages et du paysage. Est-ce qu'à partir de cela, vous pourriez faire un portrait des personnages ? Les délimiter? Non, je ne pourrais pas. Les personnages qui apparaissent dans ces livres, je ne m'en fais pas une idée précise. Je veux dire, pas une image précise. Plutôt, ce sera plutôt des sensations lumineuses. Par exemple, dans Le Roi Cophetua, il y a cet éclairage de bougie qui est très important. Dans le château d'Argol aussi, c'est très important. Mais je ne vois pas, d'abord, je n'utilise pas de personnages réels, si vous voulez, comme modèle, où c'est tout à fait exceptionnel. Ensuite, je ne les vois pas. Ce qui
Enfin, ce que je sens beaucoup mieux, ce sont les liens entre les personnages, liens d'attraction, d'indifférence, de répulsion. Mais je ne peux pas dire que je me fais une image vivante, comme ça, ou reconnaissable, d'aucun des personnages du livre. Non. Si par hasard on les porte à l'écran, je n'ai pas de surprise ou d'exigence particulière, car je ne me fais pas une idée très claire de ce qu'ils peuvent être. Non. Pourtant, je suis visuel, mais en ce qui concerne les gens, non. Peut-être ça se relie au fait que je n'ai pas de souvenir visuel très précis. Il arrive très souvent que je ne reconnaisse pas des gens que j'ai rencontrés plus tôt.